Rebonjour, quatrième partie de notre présentation sur le siècle des Lumières. Quatrième partie qui va être consacrée à un phénomène important au 18e siècle, phénomène qui va permettre au pouvoir en place, aux autorités, d'exercer un certain contrôle sur les idées qui vont être diffusées grâce à la littérature. Donc, on l'a vu, les Lumières vont essayer de diffuser les informations, d'éduquer le peuple, de l'informer des conditions de vie qui ont cours en France, dans le but éventuellement de faire changer les choses. En réaction à ça, les pouvoirs en place, les pouvoirs, autant le pouvoir royal que le pouvoir religieux, ils vont réagir. Ils vont exercer une forme de censure qui va être très très forte, très autoritaire, très présente, et qui va leur permettre un certain contrôle des idées qui vont circuler. Ça n'empêchera pas les idées quand même de circuler, de se propager, mais pendant un certain temps, ça va retarder à tout le moins le processus d'information du peuple. Alors, on parlait de censure, on parlait aussi avant de la condition de vie des écrivains, parce que ça aussi, c'est un phénomène important pour bien comprendre le 18e siècle, parce qu'au 17e siècle, l'écrivain était très près du pouvoir royal. L'écrivain subsistait grâce aux pensions royales. Donc, Louis XIV était un amateur de toutes les formes artistiques, et Louis XIV avait établi un système très organisé de pension royale. Donc, il payait les artistes pour qu'ils produisent des œuvres qui, en contrepartie, devaient un peu glorifier son règne, qui permettait de donner une certaine lumière aux productions artistiques de la France. Donc, la France, le prestige de cette production littéraire-là rejaillissait sur la France et, par extension, sur Louis XIV aussi. Donc, les écrivains, les auteurs, étaient moins enclins à ce moment-là à critiquer le pouvoir royal parce qu'ils étaient payés par Louis XIV. Donc, quand tu es l'employé du roi, si tu as des critiques à faire, tu te retiens. Tu ne manges pas la main qui te nourrit. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, les écrivains vont être les associés, les alliés de la royauté. Ça change progressivement au 18e siècle, parce que le système des pensions royales va progressivement être abandonné, et les écrivains vont devoir trouver d'autres façons de survivre. Donc, il y a certains écrivains qui vont être plus chanceux que d'autres, qui bénéficient déjà, de par leur naissance, d'une certaine aisance financière. Donc, ils viennent d'un milieu plus bourgeois, voire des fois aristocratique. Donc, ils ont une famille qui a déjà de l'argent, des charges royales. Donc, ils sont indépendants de fortune, ils n'ont pas à se soucier de leur survie financière, puis ils peuvent librement se consacrer à l'écriture. Donc, ça, c'est une partie des écrivains du 18e siècle qui vont se trouver dans cette situation-là. Voltaire en est un exemple. Voltaire profitait d'une famille, d'une finance, d'une fortune familiale quand même assez bien établie. Il va savoir faire des placements qui vont lui être profitables. Donc, il n'aura pas à se soucier de sa survie financière pendant toute sa vie. Donc, ces écrivains-là sont privilégiés, on le voit, mais ils vont quand même, ils ont une certaine indépendance, une certaine liberté, donc ils vont pouvoir critiquer le pouvoir royal. Les autres écrivains, ils vont devoir trouver d'autres façons de subsister. Et là, on peut profiter, on peut avoir un certain gain monétaire avec la vente des livres, mais ça demeure très, très, très faible comme revenu, parce qu'à l'époque, en France, il y a très, très peu de lecteurs. On estime que sur une population de quelques millions de personnes, là, je pense que c'est
ne rappelle plus les chiffres exacts, peut-être 20 millions, je corrigerai par la suite avec des commentaires, là. Mais sur une population de quelques millions de personnes, il y a une dizaine de milliers de véritables lecteurs seulement en France. Donc c'est sûr que ces gens-là, à ce moment-là, le bassin de clients, d'acheteurs pour les livres, est très réduit. Donc on ne peut pas survivre uniquement en vendant des livres. Donc les autres auteurs doivent survivre, c'est pas facile. Alors, la majorité d'entre eux, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se rabattre sur des métiers, ce qu'on appelle des métiers connexes, des métiers qui vont demander une certaine facilité avec l'écriture. Bon, ils vont devenir enseignants, vont devenir copistes, vont devenir journalistes dans certains cas, vont devenir des fois bibliothécaires, conseillers de certains nobles, conseillers littéraires de certains nobles. Donc, on va se trouver comme ça des métiers parallèles, connexes, mais on ne pourra pas vivre totalement, complètement de l'écriture. Et ça aura quand même un bon côté, cet aspect-là, parce que certains écrivains vont donc vivre la réalité du peuple, vont vivre les difficultés financières du peuple, du tiers-état, et on va donc sympathiser avec eux. Et ce combat-là, donc ce problème-là de survie, de difficulté à se nourrir, va se traduire aussi dans les livres. On va le sentir, on va le voir que les écrivains sont de plus en plus sensibles à cette réalité-là. Alors qu'au XVIIe siècle, la majorité des écrivains, Molière, Racine, Corneille, vivaient à la cour, auprès du roi, dans des conditions vraiment idéales. Ces gens-là n'avaient aucune conscience du mode de vie du peuple normal. Alors, ça va être un changement majeur et ça va expliquer un peu la prise de parole de certains écrivains pour critiquer aussi la royauté et la religion. La censure, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est deux formes de censure. La censure étatique, donc la censure associée au pouvoir, à la royauté, à la monarchie, et la censure religieuse. Évidemment, la royauté, on comprend très bien, la monarchie, la noblesse, l'aristocratie qui profitent de privilèges de naissance depuis des années, depuis des siècles, veut garder ces privilèges-là. Donc, quand on commence à la critiquer, à remettre en cause, en question ces privilèges-là, on comprend que leur réaction, c'est d'essayer d'interdire la diffusion de ces idées. Même chose avec la religion. Donc la religion catholique, ceux qui sont dans les plus hautes sphères de la religion catholique, ils bénéficient eux aussi de conditions très favorables. Donc ils reçoivent les dîmes des paroissiens, sont établis, sont logés, nourris, donc ils ont quand même des conditions très très favorables. Et même, on va critiquer le pape, les cardinaux, qui sont toujours richement vêtus, qui ont des habits avec de la fourrure, avec du velours, donc qui projettent cette image-là de richesse, d'abondance, tandis que souvent le peuple, lui, va mourir de faim, littéralement. Alors, la censure, c'est les privilégiés, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans une position idéale, et on les comprend de vouloir rester là, de continuer de profiter de cette situation-là, qui les avantage, évidemment. Donc la censure va se mettre en place, système très autoritaire, très bien organisé aussi, qui va faire en sorte que tout ce qui est publié en France, à peu près, va devoir être soumis à des censeurs. Donc on va devoir soumettre à l'examen tout ce qui dépasse 2 pages. Donc 2 pages, un feuillet recto verso, c'est correct, on peut le diffuser, mais aussitôt que ça dépasse 2 pages, on doit soumettre notre texte et il doit être soumis à un examen rigoureux. Donc il y a des gens qui sont payés par le gouvernement, par l'État, pour examiner ça, pour voir que tout est conforme, et qui vont, à ce moment-là, accorder aux écrivains, aux imprimeurs, le privilège royal. Et le privilège royal, c'est quoi? C'est un cachet qu'on va apposer sur les textes. On va étamper les textes. Et ça veut dire que ces textes-là ont été approuvés
qu'ils ont été lus et approuvés par le pouvoir, par les autorités, et qu'on peut donc les imprimer, qu'on peut les diffuser, les vendre et les lire. Parce qu'on va le voir, la censure, ça s'applique à toute la chaîne du livre. Si on contrevient aux règles de la censure, ben, l'écrivain peut être puni, l'imprimeur peut être puni aussi, les libraires et même les lecteurs. Si on vous trouve en possession d'un livre qui est interdit, ben, vous pourriez aussi être puni. Et là, en termes de punition, c'est quand même des punitions assez sévères. Il y a des amendes, mais il y a aussi de la prison qui va être donnée comme punition quand on est surpris à avoir des ouvrages ou à publier des ouvrages censurés. Donc, ça nous prend un privilège, ça nous prend l'accord royal pour publier des ouvrages comme ça en France à l'époque. Donc, tout ce qui est publié, qui dépasse 2 pages, automatiquement, il faut avoir la permission. On va trouver des façons de contourner cette censure-là. C'est sûr que quand on impose comme ça une règle très sévère, ben les écrivains vont, en réaction, essayer de contourner cette règle-là, action-réaction. Et parmi les procédés qu'on va utiliser, un des procédés qu'on va utiliser, c'est d'abord la parution anonyme. On va faire paraître des livres, des fois, et l'auteur va, pour des raisons évidentes, pour se protéger, pour protéger sa personne, va publier de façon anonyme. Donc, on va refuser de mettre le nom. On ne mettra pas de nom. On va mettre des faux noms. On va prétendre que c'est des ouvrages qui ont été publiés par d'autres personnes à l'étranger. Donc, on va mettre des identités fausses pour préserver justement l'anonymat de l'auteur réel des textes. Donc, ça va se faire. Il va aussi avoir la publication sous pseudonyme. Donc, on adopte ce qu'on appelle un nom de plume, un faux nom, et on va publier nos textes sous ce pseudonyme-là, encore une fois, pour se protéger. C'est ce que Voltaire va faire. Voltaire, ce n'est pas son nom véritable. Le véritable nom de Voltaire, c'est François-Marie Arouet. Voltaire, très jeune, va prendre ce nom de plume-là, dont les origines sont diverses. Il y a plusieurs explications là, sur l'origine du mot Voltaire, du nom Voltaire. Il n'y a pas de consensus véritable là-dessus, mais peu importe. Il va prendre ce nom de plume-là très tôt, au début de sa vingtaine. Ce qui fait que, éventuellement, tout le monde va savoir qui se cache sous le nom de Voltaire. On le connaît, c'est évident. Il n'y a plus de dissimulation possible. Mais il va quand même garder ce nom-là. D'autres auteurs vont mettre des pseudonymes qui, eux, vont demeurer plus hermétiques, qui vont rester un secret, qui vont être plus efficaces. Mais c'est une autre façon donc, de publier les ouvrages, de contourner la censure. Le procédé qui reste le plus efficace, par contre, qui est le plus souvent utilisé, c'est la publication à l'étranger. C'est-à-dire que vous avez, à l'époque, autour de la France, les pays limitrophes, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, ben, ce sont pour la plupart des pays qui sont des ennemis, je dirais presque éternels de la France, des ennemis politiques, militaires depuis des années, qui vont avoir un certain bénéfice à critiquer la France, le pouvoir royal, la monarchie. Donc, ces pays-là vont permettre la publication de ces ouvrages et on va ensuite les passer en douce aux douanes pour les diffuser ensuite, les distribuer de façon discrète dans toute la France. C'est sûr, quand on les découvre, quand on trouve certains de ces ouvrages-là, on va les retirer, on va les brûler, on va les mettre au pilon, on va les brûler parfois. On va faire des autodafés. Vous allez voir ça dans Candide. Là. Des autodafés, on prend des livres, on les brûle. C'est un geste symbolique. Mais quand on les trouve, on va les brûler. Mais les idées vont quand même circuler avec ce processus-là. On comprendra aussi que l'autre avantage qu'on peut trouver dans ces pays-là à la circulation des idées, c'est que dans ces pays collés à la France, limitrophes, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, bien, ce sont des pays qui vont accueillir les protestants.
quand Louis XIV, on se rappellera, quand Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes en 1685, les protestants vont fuir la France parce qu'ils craignent pour leur vie. Ben, ils vont se réfugier où? Ben, dans les pays voisins. Donc, on a tout intérêt, quand on est protestant, à permettre la diffusion de ces ouvrages-là en France. Parce que certains de ces ouvrages-là vont critiquer la religion catholique. Donc, si on est protestant, on veut que la religion catholique soit critiquée. On veut qu'elle soit contestée. Donc, c'est sûr qu'on voit bien le double profit qu'il y avait à ce moment-là pour ces pays-là de faire transiter vers la France ces ouvrages-là. Donc, on va faciliter la publication de ces ouvrages-là qui vont ensuite circuler. On va pouvoir, à ce moment-là, faciliter la propagation des idées révolutionnaires qu'on va retrouver dans les livres. Donc, c'est une des façons qu'on va trouver pour contourner cette censure-là qui est quand même assez importante à l'époque. Alors voilà, ça conclut cette quatrième partie. On verra bientôt la cinquième avec un livre, une entreprise qui justement va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de mailles à partir avec la censure. Je vous parle dans la prochaine capsule de l'encyclopédie. Cinquième partie de notre parcours dans le siècle des Lumières. On s'arrête maintenant sur une aventure rocambolesque, la publication d'un ouvrage qui n'avait pas d'équivalent à l'époque, c'est-à-dire l'encyclopédie. Aujourd'hui, on connaît tous à peu près qu'est-ce que c'est qu'une encyclopédie. On a l'exemple le plus connu, une encyclopédie virtuelle qu'on trouve en ligne, qui est Wikipédia. Donc, il y a des partisans et des détracteurs, pardon. Donc, c'est une entreprise qui vise à rassembler la somme des connaissances de l'humanité au moment où c'est publié ou actualisé avec Wikipédia. Il y a aussi des versions encore papier qui existent, sachez-le. Les deux plus connus en français et en anglais, c'est l'Encyclopædia Universalis et Britannica en anglais. Vous avez ces encyclopédies-là à la bibliothèque, on peut les consulter. Si vous allez sur le site de la bibliothèque, le site internet, vous avez aussi une version en ligne qui est consultable. Donc, en tant qu'étudiant du cégep, là, vous avez un accès privilégié à ces encyclopédies-là, c'est disponible, c'est là. Ça peut être intéressant, des fois, quand on fait des recherches générales, ça peut vous donner certaines informations sur un sujet, enfin, la somme des connaissances de ce sujet-là. Sauf que quand c'est publié, l'encyclopédie, quand on lance le projet, une dizaine d'années auparavant, au début des années 1740, au départ, l'encyclopédie, le projet que va proposer Diderot, c'est un projet de simple traduction. Il y a déjà une encyclopédie qui existe en anglais, qui est l'encyclopédie de Chambers. Et ce qu'on projette au départ, c'est tout simplement de traduire ce qui existe déjà. Le projet va progressivement prendre de l'ampleur. On va décider ultimement de créer une encyclopédie originale, complètement nouvelle, en français, pour coller davantage à la réalité actuelle de la France de l'époque. Alors, les deux directeurs, Diderot et Jean d'Alembert, vont superviser le travail. On verra tout à l'heure, c'est un travail collaboratif, c'est un travail d'équipe, l'encyclopédie. Évidemment, Diderot a écrit beaucoup d'articles. Il y a aussi d'Alembert qui a contribué abondamment avec plus de 1500 articles. Il y en aura d'autres, mais c'est un projet collaboratif. C'est tout à fait dans l'esprit, ça, des Lumières, d'amener différents éclairages, différents points de vue pour arriver à quelque chose de commun. Alors, l'encyclopédie, qu'on appelle aussi, vous avez la page titre, c'est la page frontispice de la première édition, du premier tome de l'encyclopédie, qu'on appelle aussi le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça vise, hein? On va parler d'art, on va parler
de sciences également, c'est plus le côté d'Alembert qui est mathématicien, et aussi des métiers. Donc on veut, dans l'encyclopédie, permettre aux artisans, aux agriculteurs de connaître les outils qui sont à leur disposition afin de vulgariser, de rendre plus accessibles justement ces connaissances-là. Alors, au final, là, je vous pense les grandes lignes. Je vous donnerai une référence tout à l'heure à la fin de la capsule qui vous permettra peut-être d'en connaître un peu plus sur l'encyclopédie, mais c'est une aventure rocambolesque. Vous voyez, ça dure plus de 20 ans. Il va y avoir des péripéties avec la censure, avec la religion. Il va y avoir des problèmes aussi avec le financement éventuellement, des problèmes avec les imprimeurs. C'est une aventure vraiment phénoménale. C'est le projet presque d'une vie pour Diderot. C'est quelque chose d'assez volumineux. En termes de pages aussi, hein, vous voyez, c'est un projet qui est constitué de plus de 18 000 pages de texte. Juste le texte. 18 000 pages de texte qu'on va répartir en 17 gros volumes. Une encyclopédie, c'est un gros livre. Imaginez, vous en avez 17 comme ça. Et à ça va se rajouter également, on verra tout à l'heure, des planches. Donc, il y aura des dessins aussi dans l'encyclopédie. Question d'encore mieux vulgariser les connaissances. Donc, on va échelonner la publication sur 21 ans. Et on va procéder pour la vente par souscription. Ce que ça veut dire, c'est à l'époque, c'est un peu plus novateur comme façon de faire. Aujourd'hui, c'est rendu monnaie courante. Hein. Il y a des fundraising qu'on va faire, des artistes qui vont demander des fonds avant de créer une œuvre, avant d'écrire un livre, pour financer justement le temps qu'ils vont passer à produire cette œuvre-là. Mais à l'époque, donc, on va procéder par souscription, c'est-à-dire qu'on va vendre le projet aux gens qui vont devoir payer dans certaines modalités, dans certaines parties au début, après un tel montant à la livraison et un tel montant quand le projet va être terminé. On va demander aux gens de payer donc un peu à l'avance ce projet-là. C'est un projet donc qui va coûter très cher, qui va s'échelonner sur très longtemps, plus de 2 décennies, plus de 71 000 articles dans l'encyclopédie quand même. Les articles, c'est les entrées, hein, c'est l'équivalent des mots dans un dictionnaire. Donc, 71 000 sujets qui vont être abordés, si vous voulez, dans l'encyclopédie. On va en vendre plus de 4255 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la capsule précédente, quand j'ai mentionné qu'en France, il y avait quand même relativement peu de lecteurs au 18e siècle, ben, ces chiffres-là ont de quoi vraiment frapper l'imaginaire. 4255 exemplaires vendus, c'est énorme comme chiffre. Vraiment énorme. D'autant plus que l'encyclopédie, c'est, on le verra tout à l'heure, un projet qui va être très coûteux. Donc, c'est pas un livre qui va être accessible au premier venu. C'est les riches, c'est les religieux, c'est les nobles, les bourgeois qui vont être capables de se procurer ce livre-là. Pas tout le monde, c'est pas accessible pour tous. Donc, c'est encore plus surprenant dans cette perspective-là. Et en plus de toutes les péripéties qu'il va y avoir dans les remises, dans les difficultés à recevoir les textes, dans les problèmes avec les imprimeurs, etc., il va aussi y avoir des problèmes avec la censure. C'est parfaitement représentatif de tout ce qui se passe dans ce 18e siècle-là. Les 2 premiers tomes vont être interdits par la censure. On va révoquer le privilège de publication. Donc, on avait donné un premier privilège, on avait permis au premier tome d'être publié, mais quand on voit c'est quoi, là, il y a des articles plus ou moins corrects pour l'époque, pour la royauté, pour la monarchie, pour la religion. On va retirer ce privilège-là aux imprimeurs, aux éditeurs. Il va y avoir des délais, ça va s'étirer. On va continuer quand même le projet en parallèle, mais sans trop savoir si ça va aboutir éventuellement. Donc, c'est pour ça que c'est un projet qui va durer aussi longtemps que ça. Donc, multiples péripéties, multiples rebondissements. Je le disais tout à l'heure, avec Diderot, c'est vraiment le projet de toute une vie pratiquement. C'est
une entreprise colossale qui va entreprendre avec ce projet-là d'encyclopédie, mais c'est un projet qui va tout à fait dans le sens des ambitions, des buts des écrivains des Lumières de l'époque. Je le disais tantôt, ouvrage de luxe, réservé aux riches. On estime là, que l'édition complète coûtait à peu près, donc, en équivalent pour l'argent de l'époque, je me rappelle, c'est à peu près 400 livres qu'on dit, hein, le coût complet qui était prévu. Ça va coûter plus cher que ça parce qu'il va y avoir des tomes qui vont se rajouter, donc il va y avoir des ajouts qu'on va devoir payer en surplus. Mais le coût initial prévu, c'était à peu près 400 livres. Et 400 livres, pour l'époque, ben c'est à peu près la moitié du salaire moyen d'un artisan. Donc, imaginez, si on imagine que le salaire moyen au Québec est peut-être de 40 000 $, ben, imaginez qu'on vous propose une encyclopédie, qu'on va acheter quelque chose qui va vous coûter 20 000 $. 20 000 $ pour une encyclopédie, pour un projet comme ça, je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt. On reporte au 18e siècle. Ça vous montre comment le sujet a provoqué l'intérêt à l'époque. J'en ai glissé un mot aussi tout à l'heure, c'est pour un projet collectif. Donc, Diderot et d'Alembert vont être les éditeurs, les principaux organisateurs de ce projet-là. Ils vont contribuer aussi avec plusieurs articles. Diderot va en écrire plusieurs, notamment pour la littérature, pour la géographie, des trucs comme ça. D'Alembert plus pour la science, évidemment. Mais on calcule qu'il y a à peu près 160 collaborateurs différents pour le projet de l'encyclopédie. Sauf si, encore une fois, c'est très en lien avec l'esprit de l'époque. On a d'avoir comme ça un éclairage multiple, d'avoir plusieurs points de vue. Donc, ça nous permet d'avoir plus de connaissances encore. Bon, malgré le fait que, Diderot l'a dit dans certains textes, les collaborateurs n'étaient pas tous de qualité égale. Il y en avait des moins bons que d'autres. Il va y avoir Voltaire qui figure dans la liste des collaborateurs. Il y en a d'autres beaucoup moins intéressants. Si vous voulez en savoir plus donc sur l'encyclopédie, sur ce projet-là, très ambitieux, très novateur pour l'époque, qui va vraiment permettre de vulgariser les connaissances, je vous encourage à aller consulter la capsule. Je vous mettrai le lien là, dans Léa également. C'est une capsule d'un historien, M. Laurent Turcot, qui fait comme ça plusieurs capsules. Si vous vous intéressez à l'histoire, entre autres, là, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne, qui est vraiment très très riche. Puis il anime ses capsules de façon très dynamique. C'est vraiment un modèle à suivre là, pour les cours en ligne. Et il est accompagné dans cette capsule-là de M. Benoît Melançon, qui est un professeur de littérature à l'université, qui va ajouter son grain de sel à cette vidéo-là. Donc, voilà pour le contenu. On termine cette vidéo avec un coup d'œil sur les planches. Donc les planches, c'est les dessins. En bande dessinée, on prend le même vocabulaire. On parle d'une page en bande dessinée, on parle d'une planche. Donc les planches, c'était des dessins. Donc on va beaucoup demander la contribution aussi de dessinateurs, d'artistes qui vont illustrer comme ça certaines des connaissances. Vous avez à gauche le pantographe, qui est un outil de dessin, un outil spécialisé pour les dessinateurs, qui permet de reproduire à l'identique un dessin. Donc, on pouvait avoir comme ça un double dessiné sur un côté de la feuille, et avec le pantographe, ben, ça refait exactement. C'est comme une photocopie, finalement, à l'identique du dessin que vous êtes en train de faire à la main. Vous avez aussi des planches anatomiques. Donc, on voit le corps humain, on va montrer le système nerveux, le système musculaire, tout comme ça. Beaucoup de planches, parmi les 2500 illustrations, là, beaucoup sont consacrées à des outils techniques, à des outils qui permettraient d'améliorer le travail, le quotidien de certains artisans, de certains corps de métier.
Alors voilà, ça fait le tour de l'encyclopédie, cet ouvrage qui est vraiment parfaitement représentatif du siècle des Lumières. On termine la capsule ici. On passera ensuite, prochaine capsule, là, on va vraiment être dans la littérature. On va parler des grands auteurs. Finalement, sixième et dernière partie pour cette traversée du siècle des Lumières. Et là, je vous parle de façon plus précise des principaux auteurs qui vont marquer par leur œuvre ce siècle-là. Évidemment, je glisserai un mot tout à l'heure sur Voltaire. On aura l'occasion d'approfondir un peu aussi la biographie, l'œuvre de Voltaire dans les prochains cours, dans les prochaines semaines. Mais je vous parle comme ça des principaux auteurs, au moins que vous les connaissiez de nom, que vous sachiez qu'est-ce qu'ils ont écrit. Peut-être qu'il y a certains noms là-dedans que vous connaissez déjà. On verra qu'éventuellement, quand on aura à faire une introduction, une conclusion, ce sont des notions qu'on pourra utiliser, dont vous aurez besoin. Parce qu'on va éventuellement avoir à faire des liens entre différents auteurs, entre différentes œuvres. Alors, il faudra avoir un peu de ce bagage-là. Hein. Plus vous allez en avoir, plus vous allez en connaître, ben, plus ce sera facile à un moment donné de tirer sur une de ces ficelles-là pour l'exploiter dans vos textes. Alors, voici pourquoi je vous parle de ces auteurs-là, de ces textes-là. Je vous encourage peut-être à les fouiller. C'est des grands classiques de la littérature que je vais vous mentionner. C'est vraiment des œuvres incontournables en France et même dans l'histoire de la littérature universelle. Alors le premier dont je parle, c'est Denis Diderot, qui lui aussi, après Voltaire, est probablement le deuxième auteur le plus souvent nommé, cité quand on parle du siècle des Lumières. Ne serait-ce que par sa contribution à l'encyclopédie, hein, qui est vraiment incontournable, et aussi pour ses romans. Notamment, vous avez ce livre-là, moi, qui j'ai lu, je devais avoir à peu près votre âge, une vingtaine d'années, quand j'ai lu Jacques le Fataliste. C'est un roman vraiment très drôle, qui s'amuse à jouer avec la narration. Donc, vous avez dans ce passage-là des coups d'œil aux lecteurs qui sont lancés. Donc, le narrateur s'adresse directement au lecteur. On finit un chapitre, par exemple, on dit « Alors, voici, lecteur, je suppose que tu es maintenant fatigué, alors je te laisse déposer le livre, prendre une bonne nuit de sommeil, nous retrouverons Jacques et son maître demain. » Alors, ça donne un peu le ton de ce livre-là, qui est un livre un peu cocasse, mais qui en même temps fait une satire, une critique de la société de son époque également. Je dis roman, mais ceux qui pourront jeter un coup d'œil aussi dedans, c'est sous forme de dialogue hein, entre Jacques justement et son maître qui marche, qui se promène, et il y a comme ça un dialogue qui s'établit entre les deux et qui permet petit à petit de découvrir les idées de ces deux personnages-là. On rajoute à ça l'encyclopédie, le Neveu de Rameau, un autre roman. Il a écrit aussi du théâtre, donc une œuvre assez vaste, assez diversifiée. Vous remarquez aussi que quand je mets les titres, il faudra s'habituer à ça, ce sera dans la méthodologie qu'on apprendra éventuellement. Toutes les fois que je mets des titres dans les diaporamas, dans les documents que je vous donne, ces titres-là sont toujours soit en italique, soit en gras, soit soulignés. La méthode qu'on choisit importe peu, mais il faut identifier clairement ces titres-là. Donc là, dans le diaporama, généralement, je les mets en italique quand on peut, quand on est dans le traitement de texte. Mais ça nous permet clairement de savoir que ce sont des livres qu'on mentionne là. Et j'ai mis pour chaque auteur aussi une petite citation comme ça qui est représentative de sa pensée et qui est aussi en lien avec des thématiques propres au siècle des Lumières. Donc, pour Diderot, hein, il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Donc le bonheur individuel, le bonheur collectif. On voit qu'il y a un lien important avec les thèmes de l'époque des Lumières. Prochain auteur, lui j'ai
réalisé que j'avais un trou dans ma bibliothèque. Donc, j'ai pas de livre à vous présenter de cet auteur-là. J'ai mis par contre un lien que je mettrai aussi sur Léa, là, en relation avec ce diaporama-là, avec cette présentation-là. Vous avez un extrait des lettres persanes de Montesquieu. Montesquieu, hein, qui vient surtout au début du 18e siècle, qui est un auteur presque un précurseur des Lumières. Et dans les lettres persanes, ben, c'est un roman épistolaire. C'est un roman écrit par lettres. Hein, c'est un échange de lettres. Et les lettres qu'on va avoir, ben, ce sont les lettres d'étrangers, donc de personnes qui viennent du Moyen-Orient et qui arrivent à Paris et qui découvrent les particularités de la vie des Parisiens avec leur regard étranger. Donc pour eux, tout leur paraît bizarre, tout leur paraît étrange. Alors dans l'extrait que je vous ai mis, entre autres, ils se promènent dans la ville, ils voient les bâtiments, ils voient le comportement des gens dans la ville, ils s'étonnent du fait que, entre autres, vous vous rappelez, Louis XV va accéder au trône très jeune, hein, donc il devient roi littéralement à 4-5 ans, il va être couronné à 14, ben, les étrangers vont s'étonner, dans certains passages des lettres persanes, que les adultes vont se prosterner comme ça devant un enfant. Ils vont trouver ça totalement ridicule. Et ça soulève, vous le voyez un peu, ça remet en question ce mode de fonctionnement-là. Ça remet en question la royauté, la monarchie. Alors, il y a quelque chose là de sournois. Et ça va passer parce que c'est pas le regard d'un Français sur le fonctionnement de la France, sur la politique française. Dans le livre, ce sont des étrangers. Hein, donc, c'est présenté sur l'angle de la fiction. Des étrangers qui s'étonnent. Donc, on trouve ça drôle, on rit de cette situation-là. Mais dans le fond, ce qui se glisse dans ce livre, c'est une profonde critique de la société française qui est là. Donc, c'est un ouvrage qui est génial pour ça, qui va déguiser ses commentaires négatifs contre la religion, contre la royauté, sous le couvert de la fiction. L'extrême obéissance suppose de l'ignorance de celui qui obéit. Donc, ça, c'est une citation tirée de l'œuvre de Montesquieu. L'extrême obéissance suppose de l'ignorance. Vous voyez encore le lien avec les Lumières. Plus on est instruit, plus on connaît des choses, moins on risque d'être les esclaves des puissants, des riches. Donc on est capable de développer notre esprit critique, notre sens de jugement. À ce moment-là, on peut être plus critique par rapport à ces relations-là. Troisième auteur qu'on voit, moi je vous avoue que c'est un de mes coups de cœur. Moi j'aime beaucoup revenir là-dessus, sur ce livre-là. Il y a des nombreux films qui ont été faits. Là, j'ai mis quelques adaptations cinématographiques qui ont été faites du roman Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qui est aussi un roman épistolaire, donc c'est aussi un échange de lettres. Hein. Et on rentre là dans la vie des aristocrates. Des aristocrates qui travaillent pas, donc qui ont beaucoup de temps libre, qui s'ennuient, et qui, pour se désennuyer, vont s'adonner à des passe-temps d'une pure méchanceté. Vous avez là-dedans la marquise de Merteuil, vous avez le vicomte de Valmont, et ce sont deux personnages qui jouent le jeu de la séduction, qui s'amusent à séduire des jeunes garçons, des jeunes filles, et qui vont finalement les faire tomber dans leur filet, et qui, aussitôt après, vont s'en débarrasser. Donc, la marquise de Merteuil, entre autres, va proposer un pari. Hein, c'est une des adaptations cinématographiques que je propose ici, un pari cruel, c'est ça. La marquise de Merteuil va proposer au vicomte de Valmont de séduire la jeune Cécile de Volanges, qui est une jeune fille pure, virginale, qui se destine à la religion, hein, qui veut devenir religieuse. Et là, ben, la marquise de Merteuil va demander au vicomte de Valmont de
coucher avec Cécile de Volanges. Donc, de la séduire et de l'entraîner dans une histoire amoureuse terrible qui va dévaster la jeune fille. Donc, c'est le genre de pari qu'il faisait à l'époque pour s'amuser. Évidemment, on trouve rien d'amusant là-dedans quand on est la victime, mais ça vous montre bien l'art de la rhétorique, comment il faisait pour séduire, pour enjôler, donc toutes les subtilités du langage. C'est un merveilleux roman pour ça, et c'est un roman d'une méchanceté, mais épouvantable. Vous allez voir, entre autres, dans l'extrait du film que je vous propose, là, dans les liens que je mettrai sur Léa, la marquise de Merteuil, c'est une méchante professionnelle. Hein, c'est épouvantable ce qu'elle va dire dans cet extrait-là, mais c'est comme ça pendant presque tout le film. Donc le superflu finit par priver du nécessaire. Alors vous voyez, le superflu, c'est ça, c'est la quête amoureuse, le jeu de la séduction, etc. Donc ça devient vraiment quelque chose qui est hyper important dans leur vie, mais ces gens-là n'ont pas à se soucier du nécessaire, justement. Ils n'ont pas besoin de survivre, ils n'ont pas besoin de travailler pour leur nourriture. Donc ça devient un peu une dénonciation par la bande du mode de vie des aristocrates. Auteur suivant, Marivaux. Marivaux, qui va écrire entre autres La double inconstance, La fausse suivante, Le jeu de l'amour et du hasard. C'est des pièces de théâtre essentiellement pour chez Marivaux qui vont tourner autour du jeu de la séduction encore et beaucoup sur ce qu'on appelle au théâtre le masque. C'est les personnages qui vont prendre des masques, des fausses identités pour arriver à leur fin. Donc on est dans la comédie, mais encore là, c'est une critique sociale déguisée qu'on a là, à travers le rire que ça provoque. On voit un peu le vide profond qu'il y a dans la vie de ces personnages-là. Tellement populaire, Marivaux, que ça va donner un mot dans la langue française qu'on appelle le marivaudage. Vous avez la définition là sur l'écran. Donc on a là un jeu amoureux poussé à son extrême. C'est vraiment quelque chose de fascinant pour ça. Vous avez ensuite Beaumarchais. Beaumarchais, là, c'est un personnage qui est fascinant. C'est un être aux personnalités multiples. Vous en avez quelques-unes là dans le bas de la diapo. Donc c'est un homme de la cour, c'est un musicien, c'est un homme d'affaires, c'est un diplomate, c'est aussi un espion. Donc qui va espionner pour le compte d'un pays et de l'autre. Sa vie est une suite rocambolesque d'événements. Vous avez un film merveilleux, le Beaumarchais l'insolent, qui résume un peu tout ça, avec une œuvre quand même assez importante, hein, deux pièces de théâtre qui vont passer à l'histoire, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, donc qui connaissent aussi des adaptations en opéra. Hein, donc vous avez peut-être déjà vu des opéras sur ça, avec des airs célèbres qui sont passés à l'histoire aujourd'hui. Donc c'est vraiment là un personnage très très riche. On déborde du cadre de la littérature avec ce personnage. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit, entre autres, toutes les démarches qui vont mener à la loi sur le droit d'auteur. Donc on a vu que les auteurs avaient peu ou difficilement accès à des sources de financement, qu'ils étaient mal payés dans une capsule précédente. Beaumarchais, lui, va essayer d'établir une loi qui va permettre aux auteurs d'avoir un pourcentage fixe sur les ventes de chacun des livres. Et ça va aussi permettre de protéger les œuvres, pour pas les copier, pour pas les reproduire illégalement, pour que les auteurs aient droit à une certaine compensation financière pour leur travail. Un personnage vraiment fascinant. Capsule vidéo, 5 minutes, hein, c'est une capsule vidéo de France Culture, je sais pas si vous connaissez, c'est une ressource importante en France là, pour tout ce qui concerne la culture, ils font des vidéos, des petites capsules sur plein de trucs en littérature, mais aussi dans d'autres domaines.
Vous irez écouter cette capsule-là qui dure 5 minutes où on vous présente le personnage plus en profondeur, mieux que ce que je saurais faire. Et si vous êtes curieux, ben explorez le site de France Culture, parce que vous avez là aussi une mine d'informations assez fantastique. Autre personnage plus grand que nature pour le 18e siècle, c'est le marquis de Sade. Le marquis de Sade, qui est une des figures les plus emblématiques aussi du 18e siècle, parce qu'il représente ce désir d'expression totalement libre. Donc, le marquis de Sade, toute sa vie, va chercher à repousser les frontières de l'acceptable, donc va rechercher à dire des choses dans ses romans qui sont épouvantables. Mais à les dire sur la base d'une recherche de la liberté la plus complète, la plus totale. Donc, on peut pas s'en savoir, hein, il y a un lien à faire avec le sadisme en littérature. Hein, il y a des passages absolument intolérables des ouvrages du marquis de Sade. Moi, je me rappelle d'avoir lu ça et d'en avoir été profondément dégoûté. Et pourtant, je vous assure que j'ai la morale assez souple là, en littérature. Je suis capable de lire des trucs vraiment très horribles, très dégoûtants. Mais Sade, on est vraiment dans quelque chose de très, très horrible. Entre autres, les 120 journées de Sodome. Moi, je connais personne qui a réussi à lire ça au complet. C'est un ouvrage incomplet, d'ailleurs, du marquis de Sade, là, qui a des défauts, des lacunes, mais ce qu'on y raconte là, c'est vraiment épouvantable. Si vous avez l'âme sensible, là, allez pas lire ça, vous allez être profondément dégoûté de la sexualité humaine, parce qu'on propose des trucs absolument dégueulasses. Justine ou les malheurs de la vertu, c'est la même chose, hein, c'est tout ce qu'on va faire subir à ce pauvre personnage-là. La même chose, la philosophie dans le boudoir. On prend encore des mêmes thèmes qui sont propres aux Lumières. Hein. La philosophie dans le boudoir, c'est un groupe d'aristocrates, de nobles, qui vont se retrouver dans un château, hein, et qui vont organiser des jours et des jours d'orgies sans fin, de débauche totale, qui rappelle peut-être un peu la régence de Philippe d'Orléans. Mais c'est le vin, c'est l'alcool à profusion, c'est la nourriture, c'est le sexe dans toutes ses formes. Tout ce que vous imaginez est pire encore. Là, il y a vraiment des trucs absolument scandaleux qu'on va décrire là-dedans, entre autres. Il y a des scènes, on va aller abondamment dans la pédophilie. Hein. On va abuser de jeunes enfants. Et là, quand je parle de jeunes enfants, 12 ans, 13 ans, ça commence dans ce cas-là. Pour ces personnages-là, ça commence à être vieux. Donc, la chair commence à se vieillir, à se faner. Donc, les autres, ils vont même plus jeunes. Donc, les enfants de 5, 6, 7 ans. Alors, c'est profondément écœurant, hein, dans une perspective très, très moderne, très actuelle. Mais Sade le fait justement dans le but de choquer, de provoquer, de tester jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut pousser les frontières de la liberté. Vous avez l'image que j'ai, c'est un document historique fantastique, hein, c'est le rouleau de la Bastille. C'est ce qu'on appelle le rouleau de la Bastille. C'est le texte, justement, du premier livre que je mettais en citation tout à l'heure, les 120 journées de Sodome. C'est un texte que Sade va écrire en prison. Donc Sade va être à de multiples occasions emprisonné à la Bastille pour ses textes, pour ses opinions politiques. Et il va en profiter, il va rentrer en douce donc du papier, de quoi écrire, et il va, comme ça, écrire sur un rouleau. C'est un papier, c'est des papiers qu'il va coller les uns après les autres pour faire un rouleau, qui va dissimuler dans la prison, qui va cacher, parce qu'évidemment, il n'a pas le droit d'écrire, on ne veut pas qu'il s'exprime, mais il va réussir à cacher ce rouleau-là, et le rouleau va survivre, va traverser les âges, et on l'a récupéré aujourd'hui. Et c'est un document historique précieux qui est conservé aujourd'hui par la France, qui est exposé dans des musées, et qu'on a assuré pour une valeur d'au moins 12 millions d'euros. Donc c'est probablement autour de 20 millions de dollars. Là, c'est un document historique très très
précieux. Et je termine avec ça, avec sa citation. La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. L'homme, l'humain, serait cruel de nature, de naissance, pratiquement. L'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau, bien avant que d'avoir l'âge de la raison. C'est un peu vers ça qu'on se dirige. Donc la violence, le sadisme, la cruauté, ce sont des termes que Sade va mettre en évidence dans ses romans, toujours dans le but de préconiser la plus grande liberté possible. Ce qui est totalement en lien avec, on l'a vu, les thèmes des écrivains, des philosophes, des Lumières. Avant-dernier, je verrai un autre auteur tout à l'heure qui va nous permettre de faire la transition avec l'autre époque, qu'on verra dans le bloc B. François-Marie Arouet, dit Voltaire. Je pense vite parce qu'on reviendra sur ces titres-là, j'en ai mis quelques-uns. Essentiellement, les 4 premiers, ce sont des contes. Ce sont les contes philosophiques de Voltaire. On va le voir, Voltaire en a écrit plusieurs. Les Zaïre, Zadig, Microméga, Candide en 1759. Retenez la date, Candide, 1759, on y reviendra là-dessus. Le traité sur la tolérance, qui est un essai, donc un texte d'opinion. Dictionnaire philosophique portatif, c'est ce texte-là ici, disponible en folio. C'est véritablement un dictionnaire, mais un dictionnaire avec des mots que Voltaire va choisir, qui sont même pas en ordre alphabétique, hein, c'est un ordre un peu aléatoire. Et il va exprimer là-dedans ses idées, ses opinions politiques. Donc, il va parler beaucoup de la monarchie, il va parler de la religion également, donc on peut avoir une profonde idée des opinions politiques de Voltaire dans ce livre. Vous avez aussi un autre conte, La princesse de Babylone, une correspondance gigantesque, parce que je vous l'ai dit, hein, Voltaire était une référence à l'époque, et Voltaire va entretenir une correspondance à peu près avec tous les grands écrivains de l'époque, et aussi avec plusieurs monarques. Hein, donc Frédéric II de Prusse, entre autres, va être un de ses correspondants. Donc il va échanger avec ces personnes-là, il va leur donner des idées, il va essayer de les convaincre de devenir des despotes éclairés, comme il le dit. Donc mais c'est vraiment une œuvre très, très abondante. Donc Voltaire va vivre quand même assez vieux, hein, au-dessus de 80 ans, va être un écrivain très prolifique. On reparlera de son œuvre éventuellement. Citation de Voltaire très représentative avec la statue classique de Voltaire, donc en vieil homme, en vieux sage. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Vous voyez, la liberté d'expression, elle est là. Elle est totalement présente dans cette citation-là. Même si on n'est pas d'accord, Voltaire est prêt à se battre aux côtés de personnes avec qui il va être en désaccord, qui défendent des points de vue totalement opposés aux siens, mais il trouve que c'est important d'être capable, dans une société démocratique, de débattre, de discuter des idées, pour en arriver à une meilleure connaissance des idées sur lesquelles on discute. Finalement, dernier auteur dont je parlerai aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau appartient au 18e siècle, vous voyez avec les dates, hein, donc c'est un auteur vraiment contemporain de Voltaire, mais c'est un auteur qui fait le pont, qui va nous permettre de faire le pont avec le romantisme. C'est ce qu'on appelle un précurseur du romantisme. Donc Rousseau va écrire des textes théoriques, des essais, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est un texte classique qu'on peut étudier en philo, qu'on peut étudier aussi des fois en sociologie, donc où on parle de la condition humaine, hein, sur les inégalités dans les sociétés humaines. Vous avez, je continue dans les essais, là, Émile ou de l'éducation, un incontournable en pédagogie, comment bien éduquer les enfants. Évidemment, il y a des notions là-dedans qui ont très mal vieilli, mais ça reste quand même un point de vue intéressant de savoir l'histoire de la pédagogie, l'histoire de l'éducation, comment ça a évolué avec les années. Le contrat social, autre texte important qu'on étudie souvent en sciences humaines.
Vous avez les confessions. Donc les confessions, c'est vraiment c'est un essai biographique de Jean-Jacques Rousseau. On va parler de sa vie, qui, dans les dernières années, donc une dizaine d'années avant de mourir, va raconter comme ça ses souvenirs de jeunesse et va avoir une perspective un peu critique sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a connu et les actions qu'il a faites. Et vous avez à travers tout ça, Julie ou La Nouvelle Héloïse, un texte plus romantique, justement, une histoire d'amour impossible, qui va figurer parmi les ouvrages importants de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, je vous en parlerai quand on sera rendu au romantisme, quand on parlera des poètes romantiques. Vous verrez que Jean-Jacques Rousseau sera une influence importante pour, notamment, l'expression des sentiments dans les œuvres, notamment pour Julie, ou La Nouvelle Héloïse, et Les Confessions. Ces deux ouvrages que les romantiques vont avoir lus et vont exploiter pour, donc, du moins, s'inspirer pour leurs propres œuvres. Alors voilà, félicitations, vous avez passé au travers de toutes les capsules pour la présentation du siècle des Lumières. J'espère, je vais calculer là, combien de minutes tout ça ça fait. J'estime qu'on devrait être pas loin de 2 heures ou autour de. Donc, je vous rappelle, vous avez un questionnaire, les 25 questions auxquelles il faudra répondre, dont je m'ai inspiré pour le questionnaire du 18 septembre. Donc, essayez de trouver les réponses à ces 25 questions-là dans les capsules, dans vos lectures, dans Candide, dans l'abrégé. Et sinon, on se reverra en classe là, le 11 septembre. Je vous rappelle, mardi, le 8, il n'y a pas de cours, c'est l'horaire du lundi. On se revoit, nous, donc, vendredi, 11 septembre, à 2 heures. On parlera de Voltaire, on parlera de Candide, le chapitre premier que je vous ai demandé d'analyser, entre autres. Et je reviendrai sans doute un peu aussi là, sur toute cette théorie-là que vous avez eue sur le siècle des Lumières. Alors, merci de votre patience, merci de votre écoute. On se revoit très bientôt sur Teams ou ailleurs. Bonne fin de journée!